Les marionnettistes font comme ça, les programmatrices font comme ça, les chargés de diff font comme ça, les régisseuses font comme ça, les publics font comme ça, et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon. On y danse plus ou moins en rond, les marionnettistes sont comme ça, les programmatrices font comme ça, les chargés de diff font comme ça, les régisseuses font comme ça, les publics font comme ça, et puis encore comme Alors, ça. Lucie Hannoy, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre chaîne Castelet qui s'intéresse à celles et ceux qui font vivre l'art de la marionnette. On est à l'Espace Alia et on remercie l'Espace Alia pour nous prêter cette belle salle qui permet de faire des entretiens dans des bonnes conditions. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter brièvement? Tout à fait. Donc, je m'appelle Lucie Hannoy et je dirige la compagnie Big Up, qui est une compagnie de théâtre, marionnettes et musique, qui est basée à Caen et que j'ai créée en 2017 avec Isabelle Sangleboeuf, et qui est ma meilleure amie. Et donc, moi, j'ai fait plutôt un parcours un peu classique, lycée option théâtre, fac d'art du spectacle à Caen, en Normandie, et école de la marionnette à Charleville. Je suis sortie de l'école en 2014. Et après, dans la foulée, j'ai créé un karaoké marionnette, commencé à faire un peu des projets de médiation, et c'est pour ça que j'ai créé la compagnie, pour avoir un peu une structure pour mon karaoké marionnette et les projets de médiation. C'est comme ça que c'est parti. Tu es la première étudiante de l'ESNAM qu'on a. Ah, wow. Voilà, tu as une primauté. Super. Pour l'instant, on n'avait pas eu encore de... Alors, on va commencer. Là, on est à Avignon. Ouais. On a regardé la programmation des spectacles de marionnettes à Avignon. Et tu es je dirais pas la seule, mais presque, qui fait du... Non, il y a aussi des étrangers, mais au niveau français, il y a la compagnie Deraydens qu'on a reçue. Et il y a toi qui viens à Avignon. C'est courageux de venir à Avignon. C'est vrai que c'est courageux. C'est courageux, fou. En même temps, moi, j'avais très peur parce que voilà, c'est un investissement financier, c'est la fin de saison, donc on est fatigué. Moi, j'avais vraiment peur de ça, de pas avoir envie. Et en fait, moi, je joue donc au Train Bleu, qui est quand même un théâtre du off assez identifié. Donc, on a réussi à faire venir quand même pas mal de programmateurs. Et du coup, comme le public est super, ça m'a donné un regain d'énergie et de confiance. Et en fait, je suis plutôt contente et je me rends compte que j'ai bien fait d'écouter les conseils des institutions ou des professionnels un peu qui m'entourent, qui m'avaient dit c'est bien de faire Avignon, ça va amener une visibilité supplémentaire, sortir un peu du réseau marionnette, et c'est le cas. Donc, je suis contente. Ouais. Et est-ce que tu es soutenue financièrement pour venir ici? On a un soutien de l'Audia Normandie qui donne 8 000 €, je crois. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Et des privés, parce qu'on a fait un financement participatif, donc des copains, la famille et des gens qui nous soutiennent, qui nous ont aidés à venir à Avignon. Le reste, c'est un investissement de la compagnie, quoi. Oui. Il y a eu des scènes marionnettes qui sont venues, des programmateurs, il y a eu des... Des scènes marionnettes... Oui, après les scènes marionnettes, l'imposture, c'est quand même un spectacle que je joue, donc l'imposture qui a 6 ans. Donc disons que la scène, le réseau marionnette l'a plutôt vue, parce qu'on avait joué et au festival à Charleville et au Mouffetard. Ce sont quand même 2 lieux qui permettent de faire venir les pros. Donc là, on a eu, je crois, le Périscope à Nîmes, le nouveau directeur. Je sais plus trop. En fait, des fois aussi, je me mets un peu à distance pour l'instant, pendant que c'est encore, je joue encore, de qui est vraiment venu. Après, je sais qu'on a eu pas mal de scènes nationales, même un peu des CDN. Donc c'est chouette parce que c'était aussi l'objectif. Et des théâtres parisiens aussi, qui sont plus théâtre contemporain, pluridisciplinaire, la Maison des Métallos ou Théâtre 13, qui sont plutôt aussi des lieux qui nous intéressent aussi, parce que dans l'identité de la compagnie, il y a aussi la question queer, politique, et du coup, c'est des théâtres qui s'intéressent à ces questions-là, donc c'était chouette qu'ils voient notre travail, quoi. Super. Tu travailles avec qui en diffusion? En diffusion, je travaille avec 2 personnes en ce moment. Caroline Berthaud de Aventurine et compagnie, qui est une maison de production, diffusion parisienne, qui est super. Et donc c'est Caroline Berthaud qui la dirige, et il y a Gaïa qui travaille avec elle. Et on travaille aussi avec Florence Chérel,
parce qu'en fait, pour une question de timing, on s'était d'abord engagé avec Caroline pour la mission Avignon, et après on continue avec Florence pour tous les spectacles du répertoire de la compagnie. Donc là, Aventurine, c'était l'aventure Avignon, et après c'est Florence qui prend le relais. Donc il y a voilà. deux. Et Florence, elle a un spectacle qu'elle défend aussi, Au Train Bleu aussi. Donc là, en ce moment, ouais, il y a deux chargés de diff qui sont avec nous, mais c'est plutôt Caroline sur le temps d'Avignon. Et voilà, donc nous, c'est la première fois qu'on travaille avec quelqu'un à la diffusion. Bah, c'est vrai que ça change tout. C'est quand même super, quoi. Mais ça nous a mis du temps. On a mis du temps à avoir les fonds pour pouvoir le faire. Et encore aujourd'hui, on est un peu c'est ambitieux. Mais bon, ça change vraiment beaucoup. Ça nous soulage beaucoup. Puis là, on arrive à faire venir beaucoup de pros parce qu'on n'a jamais trop. Enfin, voilà, on n'a pas toujours très bien fait parce qu'on n'a pas le temps, quoi. Oui. Bah c'est normal. C'est normal, ouais. Ça fait partie du jeu. Ta compagnie, elle est soutenue, tu es conventionné quelque part? On n'est pas conventionné. On a fait notre première demande de conventionnement en juin, là. Donc, on verra. Et à la DRAC. Et puis, on a aussi fait une demande à la région qu'on n'a pas eue. Donc, en fait, pour l'instant, on a les aides à la création. Région, DRAC, ville, département. Quand on crée un spectacle. Mais on n'a pas d'aide au fonctionnement. Et le fait que tu sois artiste associé, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, artiste associé, donc moi je suis artiste associé au Sablier et à la Nef, à Pantin. Enfin, la Nef, c'est plutôt artiste complice. Au Sablier, c'est que, disons, le théâtre coproduit à chaque fois et de manière plutôt généreuse nos spectacles, s'engage sur toutes les créations. Il y a aussi un travail de médiation sur le territoire qu'on fait ensemble avec Anne-Laure Pérez, qui est à la médiation. Et puis, c'est aussi un accompagnement à la structuration, conseil. Enfin, dès qu'on a besoin, on peut appeler. Donc, Anne Decour, Pauline Hubert, qui est à la coordination, ou Frédéric Jean, qui est à la communication, pour demander un peu et leur avis, leur expertise. Donc, ça nous a beaucoup, beaucoup aidé dans la structuration de la compagnie et dans gagner en compétences et en confiance. Et c'est vrai que c'est... Et aussi, l'avantage, c'était faire nos premières là-bas, quand on a démarré. Donc voilà, de savoir qu'on a un lieu de première, voilà, c'était super. Et à la Nef, c'est un dispositif du département Seine-Saint-Denis qui s'appelle, je ne sais plus exactement, mais en gros, il y a une enveloppe qui est complétée par la Nef pour de la diffusion, de la médiation et de la création. Donc il y a un accueil en résidence, un gros projet de médiation et la diffusion de spectacles en région parisienne. Donc c'est super aussi. Et puis, de la même manière, ça permet d'être vraiment en échange avec l'équipe de la Nef, avec Simon, qui la dirige, et puis de pouvoir avoir aussi un lieu où on peut se sentir un peu à la maison, quoi. Ça aussi, c'est super précieux de dire, là, je peux laisser une valise un temps, je peux aller à l'atelier si j'ai besoin, en dehors d'une résidence s'il n'y a personne, tout ça. Ça, c'est pareil à la Nef ou au Sablier. Et on se sent très chanceux d'avoir ça, parce que c'est super pour nous, quoi. Et ça se termine j'ai lu quelque part que ça se terminait en 26-27. Avec le Sablier? Oui, ouais, c'est ça? Ouais. Bah oui, parce qu'en plus, c'est une association qui a duré quand même longtemps. Et déjà, il y a moins d'argent public. Donc, je crois qu'Anne, elle a plus de difficultés à pouvoir avoir des artistes associés et s'engager véritablement. Et aussi, bah, il faut de la place pour tout le monde, quoi. Au bout d'un moment, ça n'a plus de sens de... Enfin, je pense qu'on va trouver d'autres moyens de collaborer et d'être encore complices, je pense, parce qu'on est très liés. Voilà, Anne, elle a beaucoup travaillé. Dès le début, elle a programmé le karaoké, puis des DJ sets, puis l'imposture. C'était et puis avec l'équipe du Sablier, on s'entend très bien. Donc il y a une histoire, quoi, qu'on va pas lâcher comme ça, mais en tout cas, ça va se transformer. Et puis avec la Nef, on a encore la saison prochaine. Et puis après, c'est pareil, ça change, quoi. Oui, c'est un truc qui est lié aux jeunes compagnies. C'est un dispositif oui, qui est plutôt... c'est plutôt pour l'émergence en ce qui concerne la Nef, ouais. Puis ils ont un peu cette mission-là, je crois en tout cas, ils ont ça à cœur d'accompagner des compagnies qui sont en train de monter. C'est pas du tout spécialement le cas. Non, en tout cas dans leur structuration, pas qui sont en train de, mais en tout cas qui arrivent à un niveau où ils ont besoin d'un petit coup de pouce et d'un accompagnement, mais qui quand même commencent à avoir une visibilité un peu nationale. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça, la suite logique, ça serait un conventionnement ensuite par
par la par C'est l'État la suite, quand ouais. via la DRAC. Ouais, c'est ça. Enfin, nous, en tout cas, dans notre chemin de compagnie, on arrive à cet endroit-là. Notamment aussi à Avignon, si on n'a pas le conventionnement cette année, nous aidera peut-être à élargir notre réseau, à avoir plus de dates de diffusion. Là, voilà, si on arrive un peu à aller vers les scènes nationales, c'est super. Parce que, Bah oui. voilà. Super, on va parler on pourrait parler du spectacle, de la manière dont tu travailles. Ouais, Là, c'est un travail qui est lié à ton histoire. ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent dans tes créations et pourquoi? Je suppose que Ouais. tu as une réflexion là-dessus et ça m'intéressait de... Ben oui, tout à fait. Alors, l'imposture, c'est vraiment, donc c'est mon premier spectacle. Pour le coup, c'est vraiment un autoportrait. Donc, partir de mon histoire pour développer des sujets un peu de société que je trouvais et que je trouve toujours, mais un peu urgents à traiter. Donc, le sujet de la grossophobie, la lesbophobie et le fait d'être marionnettiste. Et au-delà de ça, d'essayer de faire un spectacle pour les gens qui rentrent pas dans les cases, quoi. Pour et avec, puisque je me considère comme quelqu'un comme ça. Et ça, c'est une sorte de thématique et pensée qui est une sorte d'obsession dans mon travail. C'est-à-dire que après tous les spectacles qu'on a faits, enfin, surtout l'imposture et juste une mise au point, qui est le deuxième, sont aussi dans une volonté de partir d'une histoire intime et personnelle pour essayer de rendre hommage aux personnes qui se sentent un peu marginalisées ou qui ont l'impression de ne pas rentrer dans les cases, un peu, voilà, les gens qui doutent. Juste une mise au point, ça parle des clichés qui entourent la psychiatrie, des violences aussi qui entourent les personnes psychiatrisées, malades, aussi les clichés qu'il y a sur le handicap mental. Et l'idée, toujours, c'est un peu de dire que c'est de faire quelque chose de joyeux et poétique, mais avec des sujets un peu lourds et urgents ou politiques. Et du coup, je ne sais pas trop si c'est... En fait, le choix de partir de l'intime, c'était plutôt une nécessité, en fait, parce que quand je suis sortie de l'école, j'étais interprète pour d'autres compagnies et je me suis rendu compte que je n'étais pas exactement au bon endroit, quoi. Comme moi, j'ai voulu être marionnettiste depuis hyper longtemps. Bah, je me suis posé aucune question. J'ai fait Charleville, machin. Et puis quand je suis sortie, je me suis dit, je suis pas certaine que ça soit ça, en fait. Enfin, il y a plein de questions avec la marionnette. Il y a la technique. Moi, la technique, c'est un truc assez difficile ou qui prend du temps, en tout cas. Et j'avais pas confiance, donc j'arrivais pas. Et en fait, l'imposture, ça a été aussi un moyen d'être honnête avec moi et de créer une sorte de cocon où je sens que je dis ce que j'ai à dire et je le fais. J'assume la manière de faire aussi, c'est-à-dire le côté stand-up ou théâtre populaire, adresse directe au public. Tout ça, c'est des choses qui sont des références un peu plus télévision. Voilà, dans mon spectacle, je cite Muriel Robin ou les humoristes de cette génération-là. Et qui sont plutôt, quand on a fait une école nationale, pas toujours d'une évidence folle comme référence. Et moi, je me suis dit, bon, bah, il faut que je sois en accord avec ce que j'aime et ce que j'aime faire et ce que je sais faire. Donc, la chanson, la variété française, la culture populaire, le karaoké, les sketchs, ben, comment, avec le bagage et les compétences que j'ai, j'arrive à en faire un travail et une identité artistique. Et ça, c'est vraiment l'imposture qui m'a permis de comprendre que je pouvais faire ça et que je pouvais le faire plutôt bien. Enfin, en tout cas, donc j'étais contente. Et après, avec juste une mise au point, on a un peu enfoncé aussi ce clou-là d'assumer aussi. Et là, ça a commencé aussi à se dire, eh ben, ce qu'on fait, c'est politique, donc on va aussi affirmer ça, avoir une façon de faire du théâtre assumée, donc un peu esthétique, queer et paillettes, et en même temps un truc un peu du bazar, du bordel, du chaos, et d'essayer de bien travailler tout ça pour que ça devienne chouette à voir et à recevoir. Et quand tu dis « on », c'est que tu te considères plusieurs. Ouais. Et comment tu... Voilà, comment tu... En fait, je travaille toujours avec... on travaille toujours en équipe, donc ça change un peu des fois, mais j'ai toujours travaillé avec Pierre Tual, déjà, et Aurélie Hubot aussi, à la mise en scène et à l'écriture. Donc, en fait, on fait vraiment un travail de plateau. Et au-delà d'Aurélie et Pierre, qui sont vraiment les deux piliers, mais il y a aussi, par exemple, Marie Larocca, qui est au costume et à la scénographie, ou même Olivier Bourguignon ou Guillaume Hunou,
toutes les personnes avec qui je collabore, c'est des personnes qui ont aussi qui par leur pôle de compétences participent aussi à l'écriture du spectacle. Et donc l'imposture, en tout cas, juste une mise au point aussi, ça a été vraiment créé de manière assez collective. Donc j'ai des idées, on fait des impros, on reprécise et par exemple la scéno, les costumes apportent vraiment à la narration, quoi. C'est pas comment on va habiller Lucie sur cette scène, c'est plutôt ce costume-là, il me raconte ça, alors comment on pourrait... En fait, comme le texte n'est jamais écrit à l'avance et que c'est que des idées, tout s'écrit ensemble, quoi. Donc je suis jamais toute seule à créer les spectacles. C'est tout, ça part... Enfin, en tout cas, l'imposture est juste une mise au point, ça partait de mes envies. Et après, on a fait Post-Party, qui est un seul en scène, là où je ne suis pas sur scène, c'est Alice Chenet. Et là, on est parti de son envie à elle, qui avait envie de parler de la question de la dépression postpartum, de comment on se sent quand on vient d'avoir un bébé, puis du tabou surtout qu'il y a autour de cette question. Et du coup, Alice, elle n'a pas de compagnie. Et on s'est dit, ça serait chouette pour la compagnie, pour notre histoire, et puis pour aussi Alice. Du coup, ça lui donnait aussi un cadre de création. Du coup, avec Pierre Tual, on a mis en scène Alice... et on a coécrit le spectacle avec elle. Donc, il y a toujours une histoire de quelqu'un a envie de dire quelque chose et après, comment tous ensemble, on arrive à raconter cette histoire-là, quoi. C'est très intéressant. Ouais. Est-ce que tu as eu des sous assez pour faire l'imposture? Est-ce que tu étais... Non, l'imposture, c'était vraiment une sorte d'autoproduction. Il y a eu le Sablier. Je pense qu'il y a eu aussi, là, Logrin à Bayeux. Oui, il y a quand même eu... et puis, j'avais eu une bourse des ateliers Médicis avec le Tas de Sable. J'oublie peut-être, il y a peut-être aussi... oui, donc il y a eu le Tas de Sable et bon, peut-être 2 autres coproducteurs, mais si, il y avait l'usine Utopie à Toulouse. Mais bon, c'était aussi des conditions pas toujours très, très confortables parce qu'on démarrait et que personne ne connaissait vraiment. Enfin, moi, j'avais fait que le karaoké marionnette, donc c'était en mode, elle est marrante, elle fait la fête, elle a eu une bonne idée, mais maintenant... Et donc, on a été un peu dans... Enfin, on s'est pas beaucoup payé. D'ailleurs, ça a quand même un peu scellé quelque chose dans notre amitié, dans notre travail, parce qu'on c'était du coup une sorte de... On a foncé tous ensemble et moi, j'ai évidemment énormément de reconnaissance pour Pierre, Aurélie, Marie, tous les gens avec qui j'ai travaillé qui n'étaient pas du tout payés et qui ont cru à fond au projet. Et puis aussi donc Isabelle Sangleboeuf, qui est donc ma meilleure amie avec qui j'ai créé la compagnie, qui est elle du côté de l'administration et qui s'est aussi démenée de ouf pour qu'on arrive à monter ce projet. Et puis, une fois que l'imposture est sortie et que ça a un petit peu marché, là, on a pu faire la production de Juste une mise au point de manière même très correcte. En plus, c'était au moment du Covid, donc par chance, les pros avaient du temps pour faire des visios et bien prendre le temps d'expliquer le projet. Donc, en fait, on a eu de la chance parce que ça s'est fait à ce moment-là et on a pu vraiment prendre le temps de faire des rendez-vous et tout, parce qu'on avait que ça à faire. Et du coup, c'était cool. C'est une belle prise de risque collective au début. Et qui oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. J'aimerais qu'on parle un peu de la manière dont tu es construit. Je n'ai pas vu les autres spectacles, on n'a pas vu les autres spectacles, mais celui-là, comment sont construits justement ces différentes techniques? Donc le stand-up, le seul en scène, la marionnette, et comment toi ça s'organise pour toi? En fait, comment ça s'organise pour moi? Il y a vraiment l'idée de par quels moyens et par quel outil on raconte une intuition, une envie. Donc, par exemple, l'intuition de la petite fille que j'étais dans l'imposture, c'est quasiment partie de ça. Donc, assez vite, on s'est dit, ça serait bien qu'il y ait une kokoschka, donc les marionnettes sans tête, avec ma tête d'adulte et un petit corps d'enfant, parce que ça peut raconter des choses très poétiques et en même temps, c'est drôle. Donc, on est parti de cette intuition-là. Et puis on s'est dit, mais là, je pourrais essayer de faire un playback sur Patrick Bruel, parce que cette chanson, elle parle de l'enfance. Enfin, et donc là, on a vu qu'on allait dans un chemin. Et donc, ça se construit aussi, je trouve que ce qui est assez chouette dans le stand-up et l'adresse publique, c'est que ça permet de faire des liens très clairs en dramaturgie. C'est-à-dire d'annoncer, là, on va parler de ça, là, on enchaîne sur ça. Et donc, moi, ça nous a permis de vraiment pouvoir avoir une grande liberté dans la forme et dans le voyage qu'on fait avec le public, parce qu'il suffit de repréciser une petite chose et on repart ailleurs avec la marionnette et tout ça. Donc nous, ça a été une découverte. Enfin, moi, du coup, je sais plus trop faire des spectacles sans ça. Enfin, Post-Party, il y a un 4e mur. Alice, elle parle pas du tout au public.
Et ça a été un peu... je dis, ce serait tellement plus simple si on pouvait dire. Donc là, on passe. Mais, et donc, donc, ça se construit comme ça, un peu. Là, j'ai l'intuition d'une chose que je voudrais raconter. Par exemple, la violence des parents qui regardent leurs enfants au foot. Bon, là, je sentais que c'était en acteur parce que j'avais envie d'incarner la colère et de pouvoir me moquer. Et puis, il y a d'autres endroits, notamment les marionnettes Muppet, qui là incarnent plutôt des clichés. Et donc, c'est pas vraiment des personnages que j'aurais aimé jouer en acteur parce que ce que j'aime, c'est qu'on n'arrive pas trop à définir avec la marionnette qui ils sont et par exemple leur classe sociale. Parce que, par exemple, on fait une scène du covoiturage et donc les marionnettes décalent, je trouve, un peu et rendent la chose un peu cliché. Et du coup, ça nous évite de se dire « Ah, mais on se moque des gens qui connaissent rien à la marionnette ou à la culture et c'est pas non plus très… » Le fait d'utiliser la marionnette, ça permet aussi de pouvoir un peu plus taper sur les clichés sans… voilà, comme le fait la marionnette depuis des millénaires, quoi. Et en même temps, avec le mélange stand-up, musique, ça permet aussi d'amener de temps en temps de l'émotion, de la complexité, puis des fois sortir un peu de l'émotion, parce que ce qu'on raconte, c'est un peu lourd, en l'occurrence les violences qu'on subit quand on est gros ou quand on est homosexuel ou quoi. Et de pouvoir vraiment rentrer dans le rire et dans le fond des charges, et après on retourne un peu dans l'émotion. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on aimait bien faire ces allers-retours-là, quoi, dans l'écriture. Et est-ce que, par exemple, cette technique, il y a 2 techniques que tu utilises principalement dans ce spectacle. Est-ce que tu te considères un peu spécialiste de cette technique-là? Est-ce que tu utiliserais d'autres techniques aussi facilement? Non, maintenant, je me considère plutôt spécialiste. Enfin, en tout cas, oui, c'est ma marionnette que j'aime le plus, quoi, la Muppet. Déjà parce que j'ai fait le karaoké Muppet aussi, donc j'en ai pas mal… Enfin, voilà, je l'ai utilisé souvent. Et puis, c'est devenu une marionnette qu'on utilise dans tous les spectacles et que je trouve super et qui est mon médium, quoi. Et la Kokoschka, un peu pareil. Enfin, en tout cas, dans l'imposture et juste une mise au point, il y a une scène qui est d'ailleurs utilisée pour des choses assez différentes. Mais du coup, oui, j'ai l'impression que ça répond assez souvent à nos envies. Après, on ne va pas en mettre dans tous les spectacles obligatoirement. Et là, par exemple, on va faire un spectacle en création plutôt jeune public sur l'histoire d'une patineuse artistique. Là, on va plutôt utiliser une marionnette Bunraku pour pouvoir faire des figures. Enfin, comme beaucoup, la marionnette répond souvent aux besoins du propos et des images. Mais quand même, j'aurais du mal à imaginer tout un spectacle sans Muppet. Et le rapport à la musique est très intéressant dans le spectacle, le playback aussi. Ouais. J'aurais aimé savoir si, pour toi, il y a une écriture marionnettique du spectacle ou s'il y a des moments marionnettiques à l'intérieur du spectacle. Est-ce que tu vois ça comme étant… Je pense que c'est clair. Ouais, je dirais qu'il y a plutôt… L'écriture marionnettique, elle se trouve juste dans le fait que je suis marionnettiste. Du coup, j'ai l'impression de faire des spectacles de marionnettistes, comme disait Pierre Blaise, je crois, c'est Pierre Blaise qui dit ça. Et que du coup, je vois quand même des scènes de marionnettes, des scènes stand-up et des scènes où ça se mélange. Mais l'écriture marionnettique, je trouve qu'elle est à des moments, et toujours un peu au moment clé. Parfois, il y a aussi la création d'images, qui est aussi, je pense, pensée comme marionnettique, soit avec les vêtements, soit juste en lumière. Mais je dirais que c'est plutôt des moments. Ouais, j'ai répondu à ta question. Oui, oui. Ouais, ok. C'est des moments marionnettiques et pas forcément une écriture globale marionnettique. Mais c'est un spectacle qui parle de la figure du marionnettiste. Donc la marionnette est partout, mais pas… Pas forcément au niveau de la dramaturgie générale. Ouais. Pardon, je regarde mes notes. Oui, on peut parler de la médiation. J'ai lu sur le site internet que tu avais fait plusieurs types de médiation et j'ai trouvé que c'était toujours très engagé à des endroits spécifiques. Est-ce que c'est un choix de ta part? Est-ce que ça s'est tombé comme ça? En fait, quand je suis sortie de l'école de Charleville, on a tout de suite embrayé l'été sur un projet d'1 mois et demi au centre de réadaptation pour adultes de Charleville-Mézières. C'était une immersion, on a créé 2 spectacles un peu adaptés aux hôpitaux. Et en fait, c'était génial et je crois que ça a vraiment fait naître les envies.
et les valeurs de la compagnie en termes de lien avec les publics et en termes artistiques, tout simplement parce que je me suis dit, on s'est dit, c'était avec Alice Chenet, waouh, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de rencontres, de discussions, et toutes ces personnes qu'on rencontre, toute cette claque qu'on se prend aussi d'être avec des gens, parce qu'on sort de notre petit truc de l'école de Charleville où on a été les rois du monde pendant 3 ans, puis après on se retrouve avec des personnes qui viennent d'être amputées, ou bon bah ça nous fait aussi un peu redescendre quoi. Et je trouve que ça c'est très important pour moi de continuer les travaux de médiation, c'est aussi qu'on reste connecté. On est en lien avec le monde, quoi. Et quand on a un peu la prétention d'essayer de raconter ou questionner le monde, ben, si on n'est pas avec les gens, ça marche pas vraiment, quoi. Et donc, cette expérience, elle nous a vraiment donné envie de continuer. Et puis, moi, j'avais déjà travaillé avec des personnes en situation de handicap, surtout en situation de handicap mental. Donc ça, j'avais pas du tout envie de le lâcher. Donc, j'ai assez vite essayé de créer des projets pour retrouver ce lien et ce besoin que j'avais d'être accompagnée dans ma vie et de rencontrer des gens en situation de handicap. Et puis après, ça a commencé à devenir vraiment quelque chose qui me fascine et m'obsède de comment on fait, quelle posture on a. Est-ce que je suis vraiment quelqu'un qui doit transmettre un savoir ou est-ce que c'est juste un échange ? Qu'est-ce que ça veut dire d'aller dans un accueil de jour avec des personnes qui dorment dehors pour leur proposer un atelier marionnette ? Est-ce que ça a du sens ? Et du coup, tout ça, ça a fait qu'on a commencé aussi à penser des projets de médiation sur le long terme et puis en essayant de se poser ces questions-là. Après, c'est aussi l'expérience, on a fait aussi des trucs... on a fait tout. Déjà, on a essayé d'aller à la rencontre de plein de publics. Et c'est aussi le travail des chargés de médiation dans les théâtres aussi qui nous ont bien accompagnés, notamment au Sablier, qui nous ont permis de faire des projets où on se sentait aussi en sécurité. Du coup, je me suis aussi pas mal questionnée sur... non, mais c'est ça, c'est comment on s'accueille les uns les autres et sur l'interconnaissance, en fait. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que c'était primordial de connaître un peu l'endroit où on met les pieds, connaître les contraintes, connaître les problèmes, les problématiques, les spécificités, pour pas arriver et dire j'ai besoin d'une salle, ça, et aussi à l'inverse d'exprimer et d'affirmer nos besoins et d'essayer d'installer la confiance, parce que je me suis aussi souvent retrouvée dans des hôpitaux ou dans des IME où je sentais vraiment la défiance du personnel soignant ou des professionnels. Ce qui était complètement normal, mais moi, ce qui me blessait énormément, parce que j'étais en mode j'ai préparé, je suis sûre que ça va être super, et là, je sens des freins qui m'empêchent de vraiment rentrer en communication avec les enfants, par exemple. Et en fait, tout ça, c'est vraiment un travail de longue haleine et de préparation, et de dire il faut qu'on prenne un temps ensemble, il faut qu'on s'écoute, quoi. Et des fois, on n'a pas le temps de le faire, et surtout, on n'a souvent pas les moyens de le faire. Donc, en fait, on a commencé à essayer de vraiment bien faire les choses, quoi. Et surtout ça, je crois, l'interconnaissance et de se demander pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on peut apporter, c'est vachement important, quoi. Et ne pas arriver en pensant que ce qu'on fait, ça a évidemment du sens, que c'est hyper important, l'art à l'hôpital. Des fois, c'est pas important, l'art à l'hôpital. Ce qui est important, c'est de peut-être se changer un peu les idées, de se rencontrer. Ça, c'est déjà énorme, mais quand j'ai commencé, j'avais l'impression de faire des trucs... Enfin bon, voilà, j'ai appris l'humilité avec les actions culturelles, et ça, je crois que c'est vachement important. Ouais. J'aimerais qu'on parle aussi un peu des publics. Ouais. Je sais que c'est important, enfin en tout cas, c'est ce qui est dit sur le site. Ouais. Que c'est important pour toi d'aller voir tous les publics. Ouais. Et comment tu vois du coup la salle noire, comment tu vois les théâtres où la sociologie n'est pas forcément de tout le monde, et comment tu vois ce frein, toi personnellement en tant que compagnie, et peut-être une réflexion de manière générale aussi? Ouais, et ben justement, depuis qu'on a créé la compagnie et qu'on a fait ce projet à Charleville, j'écrivais partout. On fait du théâtre partout et pour tout le monde. Et puis, donc je mettais vraiment partout, la DRAC, les machins. Et puis quand on a créé juste une mise au point, donc le deuxième spectacle, on a fait une résidence d'1 mois dans un foyer d'accueil médicalisé pour des personnes autistes, qui était plutôt, alors ce qu'on dit,
disait là-bas autisme sévère, donc beaucoup de personnes non-verbales ou qui ne parlent pas, et des problématiques de beaucoup de troubles du comportement. Et donc, on a passé ce temps génial ensemble, génial parce que c'était vraiment chouette. Et nous, on écrivait le spectacle l'après-midi, le matin, on faisait des ateliers et tout. Et puis, on a créé juste une mise au point. Donc, aussi un peu basée sur cette rencontre-là. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, juste une mise au point n'est pas du tout adaptée, par exemple, avec les gens avec qui on l'a créé, quoi. Donc, je dis que je fais du théâtre partout et pour tous, mais c'est pas vrai. Je fais pas du théâtre pour ces gens-là. Je fais des ateliers, mais j'ai aucun spectacle qui pourrait convenir et être adapté à mon ami Thomas, qui peut pas s'asseoir, ou qui a peur du noir, ou qui a peur de la musique. Donc là, je me suis dit, waouh, en fait, déjà, il y a la question de qui est dans la salle de théâtre, mais comme on a aussi le karaoké marionnette ou d'autres choses, qu'on essaye un peu d'aller à la rencontre du public, j'avais l'impression que ce job-là, en tout cas, il y avait des tentatives. Après, sur la question de l'adaptabilité et particulièrement des personnes handicapées, là, je me suis dit, il y a vraiment... Parce que les spectacles, ils jouent à 19h déjà, donc la plupart des foyers peuvent pas... Il y a les médicaments, il y a plein de trucs, il y a les heures sup. Et donc, à partir de ce constat-là, au même moment, l'Audia en Normandie, ils ont lancé une bourse qui s'appelait Sens Action sur l'inclusion, pour travailler l'inclusion. Donc là, je me suis dit, on retourne au foyer d'accueil médicalisé de Verson et on essaye de créer, avec les habitants, des formes adaptées à eux, et puis après, idéalement, qui s'adaptent à tout le monde. À chaque fois qu'il y a... Et du coup, on a créé des omnis, qui sont 3 formes un peu, donc une forme cabaret, une forme de lecture un peu en bibliothèque et une boum. Et du coup, l'idée, c'est que d'abord, on rencontre le public, on passe 2 jours ensemble, et après, on fait un spectacle ensemble, mais un spectacle, c'est pas juste une restitution d'atelier, c'est un spectacle qui est dans la diffusion, dans le répertoire de la compagnie. On le différencie pas de l'Imposture à Avignon, par exemple. C'est une date de diffusion comme une autre. Sauf que si le public le veut, il participe. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que quand on travaillait au foyer d'accueil médicalisé, on commençait à montrer nos trucs, commençait à faire un peu des spectacles. La plupart des habitants prenaient la marionnette, qu'on le veuille ou non. Donc on s'est dit, voilà, maintenant ça, faut qu'on le fasse ensemble, en fait. Et puis ça n'a pas de sens de... Donc on a fait ça. Et c'est en cours parce que c'est une vraie recherche. Ça demande tout le temps de réfléchir, tout le temps de penser. Ça demande aussi des outils, des moyens. Parce que, voilà, on a aussi on a développé aussi des ateliers autour de la marionnette et de la musique en amont. Et du coup, ça demande aussi des outils qui sont un peu chers, parce qu'il faut aussi lever un peu l'exigence et arrêter de donner juste des petits trucs en plastique pour faire des percussions, si on veut vraiment faire de la musique. Mais c'est prendre le risque que sa platine DJ à 500 balles, elle peut être cassée 3 fois dans l'année. J'exagère en plus, c'est pour schématiser, parce qu'en fait, elle n'a jamais été cassée. Mais bon, des fois, il faut aussi accepter qu'il y a des coûts ou des trucs. Et donc, soit on pense nos outils différemment et on les bricole. Et là, les marionnettistes sont forts pour ça, pour qu'ils soient adaptés. Et puis, voilà, se dire, ça, c'est dangereux, ça casse. Ça, c'est pas grave si ça casse, surtout. Et ça, c'est aussi une parole chouette à apporter, parce que souvent, les pros, les édus qui vont en sortie, ils s'inquiètent beaucoup que quelqu'un de leurs usagers casse quelque chose, et d'avoir quelqu'un qui dit, on sait que ça peut arriver, c'est pas grave. Et pareil pour les marionnettes, on avait on sait qu'il faut les refaire, qu'elles vont peut-être être mangées et tout ça, et c'est ok. Alors que les éducs sont mortifiés quand ils voient une marionnette qui a été croquée, et donc de pouvoir dire, c'est pas grave, et elles sont faites pour ça. C'est chouette, mais du coup, c'est de l'argent et du temps, parce qu'il faut refaire les marionnettes, donc il faut repayer quelqu'un pour les faire. Et donc tout ça, c'est aussi, on y réfléchit, quoi. Et au niveau des publics ruraux, comment tu vois cette accessibilité à la ruralité? C'est marrant, on fait moins maintenant, pourtant. L'idée, c'est de pouvoir... je pense que ça, c'est par exemple le karaoké marionnette, qui est entre la fête et qui n'est pas du tout dans les codes du théâtre, donc qui n'amène pas un truc de « c'est pas pour moi », qui amène plutôt un truc de « tout le monde peut y aller », même s'il y a plein de gens qui ont peur de chanter au karaoké, mais
une fois que la soirée est partie. Et la marionnette, elle permet aussi ça, de se cacher un peu derrière. Et ça, c'est plutôt nos projets autour de la musique qui nous permettent un peu de rentrer en lien avec la ruralité et de pouvoir jouer un peu partout. Et les omnis, ces 3 formes-là, elles sont aussi un peu... elles permettent aussi ça parce que c'est les seules formes qui ne demandent pas trop de technique et qui peuvent jouer en bibliothèque ou n'importe où, dans n'importe quelle salle, quoi. C'est une étagère qu'on a transformée en Castelet et qu'on vient mettre avec des petites lumières et tout ça. Donc, et pour moi, la fête, on a fait tout un travail, un cycle autour de la fête, à partir du karaoké, en passant par des blind tests en théâtre d'objets, des booms adaptés et tout ça. Et c'est vraiment un lieu de rencontre et un lieu qui permet aussi l'inclusion. Et on l'a vraiment essayé de le penser comme ça. Je dis ça maintenant, au début, j'en avais aucune conscience, mais en faisant le karaoké, j'avais juste l'intuition qu'il y avait un truc où les classes sociales s'annulaient au bout d'un moment, parce que j'avais vécu ça dans un bar à Charleville. Je me suis dit, je voudrais toucher ça du doigt. Et maintenant, je me rends compte aussi que quand on crée nos propres fêtes et qu'on pense nos espaces et qu'on pense nos outils et qu'il y a quelqu'un qui drive, donc là, en l'occurrence, nous, qui mène un peu la danse pour que tout le monde se sente bien, bah, ça marche. Et ça donne peut-être, si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais souvent, c'est aussi une porte d'entrée au théâtre, vers nos travaux. Et ça, c'est chouette. Et ça marche avec tout le monde, la fête, en fait. Donc ça, c'est... Enfin, je veux dire, de la personne qui reste assise et qui chante Charles Aznavour, parce que ça passe là-bas, à la personne qui danse, à la personne qui prend une marionnette, à la personne qui va mettre un costume. Et là, on a travaillé avec le festival C'est pas du luxe, qui est un festival qui a lieu ici à Avignon en septembre, et qui est le festival de la Fondation pour le logement des défavorisés. Donc Emmaüs, la scène nationale de Cavaillon et la Fondation pour le logement des défavorisés. Je crois que c'est ça, bon, c'est l'ancienne Fondation Abbé Pierre, vous voyez, mais je ne suis pas sûre d'avoir le titre exact. Et ils font un super boulot. En fait, le festival C'est pas du luxe, il programme des spectacles, mais beaucoup, pendant je ne sais pas combien de temps c'est, peut-être 10 jours. Et c'est que des spectacles où il y a dans le spectacle des personnes en situation de grande précarité, que ce soit des personnes issues des pensions de famille de la Fondation ou des personnes issues des accueils de jour ou d'urgence. Et donc, il y a des artistes ou même des travailleurs sociaux qui mènent des projets. Et après, le festival fait une sélection et ils viennent jouer pendant le festival. Et nous, on a eu une carte blanche pour le samedi soir, qui est la grande fête, à la Fabrica, à Avignon. Donc, et il fallait faire une fête pour 1500 personnes. Donc, pour nous, c'était déjà un honneur. Enfin, moi, j'étais ultra contente qu'on nous propose ça. Après, j'ai eu très, très peur. Parce que 1500 personnes, ça commence à faire beaucoup, quoi. Surtout à la Fabrica, qui est une salle immense. Et puis, il fallait penser une soirée, donc inclusive, festive, et aussi des espaces extérieurs un peu pour que vraiment tout le monde puisse trouver sa place. Donc, pendant 1 an, on a fait des ateliers dans les pensions de famille, les accueils de jour, pour créer des masques, des costumes, des marionnettes, et écrire des chansons avec 200 bénéficiaires. Je pense qu'on a fait le tour de France. Donc, déjà, c'était génial. Et puis le jour J, il y a des personnes... Laura Fedida, qui travaille avec nous, qui est aussi marionnettiste, elle avait réécrit des chansons, des tubes populaires avec 4 ou 5 personnes qui ont fait l'ouverture du karaoké. Et donc, il y avait 4 écrans géants et toute la salle qui chantait avec les bénéficiaires leurs chansons qui étaient sublimes. Donc ça, c'était déjà un moment génial. Et après, on a fait un défilé de mode, parce qu'on avait créé Marie Larocca, donc avec qui je travaille, elle avait créé un immense vestiaire pour que tout le monde puisse se costumer. Et puis, on avait construit peut-être 200 masques, peut-être plus. Et donc, ce qui est génial, c'est que c'est pas un festival classique où c'est d'autres personnes, d'autres publics qui sont là. Et donc, il y a zéro gêne on est arrivé, personne ne dit non, je vais pas mettre ce masque ou non, je vais pas monter sur scène. On a fait un défilé de mode avec des costumes qu'on a créés et tout, c'était super. Puis à un moment, j'ai dit, à partir de maintenant, qui veut va sur scène et défile. Mais il y a 200 personnes qui sont arrivées en courant, quoi. Et c'était trop bien. Et je ne sais plus pourquoi je raconte ça, mais bon, c'est un projet qui a un peu marqué l'histoire de la compagnie et aussi qui nous a pas mal déplacé. Moi, ça a déplacé. Je me suis rendu compte que j'avais encore vachement de préjugés
sur plein de gens. J'avais pas toujours des manières de faire qui étaient complètement adaptées à ce public-là. Et aussi, on a développé, on a essayé de penser, comment expliquer ça, de pas, de laisser une grande liberté. Si là on construisait des masques mais si quelqu'un avait envie de dessiner la mer, de pas dire non, il faut faire un masque. C'est pas si facile mais c'est aussi se laisser emporter par les propositions, par l'état des gens, par ce qu'ils ont envie de faire ou pas, et aussi d'assumer aussi une forme de bazar. En fait, on s'est rendu compte que quand tout est rangé, préparé, et quand il y a une ambition un peu attendue, souvent on n'ose pas. Et quand c'est un peu... Alors, mes collaborateuristes vous diraient que c'est une excuse parce que je suis bordélique. Mais je ne crois pas. Quand on met un peu les trucs comme ça et que nous-mêmes, on fait un peu au feeling sans rentrer dans trop de protocoles ou sans faire des trucs trop techniques. Et là, en l'occurrence, je parle pour moi parce que je suis vraiment au même niveau que les personnes qui participent plastiquement. Bah, ça crée quand même une forme de détente et il y a moins de gêne et on y va, quoi. Et ça m'a vachement appris ça, ce projet. De penser le bordel et de penser de rendre les choses accessibles. Voilà. Super, c'était la partie sur les publics, c'est pour ça que tu voilà, parlais c'est ça. Voilà, c'est différents publics. J'aimerais qu'on parle un peu de l'école de Charleville, de comment toi tu l'as vécu, est-ce qu'il faut absolument faire l'école pour être marionnettiste? Est-ce que, je vais dire un peu des clichés, hein, est-ce que le but de l'école, c'est d'avoir une compagnie et si on est interprète à la fin, on a raté son parcours, tu vois, Ouais. Bah, je dirais non à toutes les questions que tu as posées. Moi, c'était super de faire l'école de Charleville. Je me sentais très, très chanceuse de vivre avec un groupe de personnes pendant 3 ans. C'est des rencontres super fortes. C'est toutes les écoles et toutes les formations. Quand on est un peu en vase clos, les écoles d'art particulièrement, je pense qu'on partage des choses un peu dingues. Puis on a aussi accès à des choses dont on n'aurait jamais eu accès. À l'époque, nous, on avait encore des bourses et c'était encore plus facile et plus accessible de rentrer à l'école. Là, je crois que ça commence à être un peu plus compliqué. Mais du coup, il y a aussi une mixité sociale, une mixité tout court, parce que c'est international. Rien que pour ça, d'avoir passé 3 ans avec Rota, mon coloc colombien, Vera qui était russe, Surate, lituanienne, Thaïs, brésilienne, Iris, allemande. C'était déjà, moi, j'avais jamais trop voyagé et tout ça, je parlais pas anglais. C'est toujours pas trop le cas, mais j'ai beaucoup appris aussi et c'était génial, ça m'a changé plein de choses dans ma vie. Après, et puis aussi l'autre truc génial déjà avant toute la formation, c'est Charleville. Moi, j'adore cette ville. Les Carolo-Massariens sont trop sympas, hyper accueillants. Le tissu associatif est génial. Enfin voilà. Et sinon, moi, je trouve que c'est une super formation. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont... Enfin, à la question, est-ce qu'il faut avoir fait Charleville pour être marionnettiste? Pas du tout. Je pense qu'il y a évidemment plein de chemins. C'est un chemin qui est facile au sens où la chance, quand on sort de Charleville, c'est qu'il y a quand même le réseau professionnel de la marionnette qui s'intéresse à nous. Donc, on n'est pas obligé d'avoir 11 mails sans réponse et tout ça. En fait, ça facilite ça et ça, c'est génial. Et là-dessus, on est très privilégié par rapport aux personnes qui ont un peu plus bataillé mais en termes de formation, que dire, ce qui est très chouette, c'est les fondamentaux permettent aussi d'avoir un langage commun avec tous les autres anciens élèves, ou en tout cas une bonne partie. C'est vrai que pour avoir travaillé dans des projets avec d'autres anciens de l'école, on a une manière de travailler ensemble qui est inhérente à la formation qu'on a reçue, et ça, c'est très chouette. Ça fait peut-être un peu d'entre-soi, mais en tout cas, dans le travail, c'est super, parce on a eu Claire Hegen, on a eu, on a eu des profs, on a eu Pascal Blaison, enfin plein d'autres. Donc, on parle le même langage. Ça, c'est très cool. Après, je pense je pense pas que tout le monde qu'on n'a pas raté Charleville quand on n'est qu'interprète, parce que j'ai l'impression qu'il y a comment...
je réfléchis un peu à ma promo. Tout le monde n'a pas de compagnie et les interprètes s'en sortent hyper bien et font des trucs super. Je sais pas si Charleville, j'ai pas eu la sensation que Charleville formait à avoir une compagnie ou diriger une compagnie. Notamment sur la question de la médiation, par exemple, qui est un peu un passage obligé quand on a une compagnie. C'était quand même assez léger. Et aussi, on a évidemment un peu de cours d'administration et tout, mais Charleville forme des créateurs, des interprètes marionnettistes. Même, je ne suis pas certaine si on a envie d'être metteur en scène ou marionnettiste à fil, faut continuer sa formation et c'est aussi s'emparer du travail pour soi. Moi, je pense que j'étais pas vraiment marionnettiste quand j'ai sorti de Charleville, mais ça, c'est aussi inhérent à ma temporalité. J'ai un peu survolé, j'étais beaucoup investie dans le groupe, beaucoup investie dans la joie d'être ensemble. J'ai fait plein de trucs, évidemment, mais je pense qu'il y a des gens qui se sont jetés à bras-le-corps dans la construction, dans l'apprentissage de la technique et tout. Moi, pas du tout. Donc, j'ai eu à faire ce travail après. Et il y a des gens qui ont... je sais pas, par exemple, je pense à Hélène Barrault, Violaine Fimbel, dans ma promo, qui ont développé leur univers artistique. Ils sont arrivés déjà avec un univers artistique fort et qui l'ont vraiment pris le temps de le développer à l'école. Donc, ils sont sortis, c'était déjà... Il y avait une identité artistique. Moi, je suis sortie, j'ai fait un karaoké, c'est pour dire. Et voilà, en fait, c'est aussi ce qu'on en fait, quoi. Et moi, je pense que j'avais pas la maturité de comprendre que fallait s'emparer des outils parce qu'après, on les avait plus. Voilà. T'avais quel âge quand t'es rentrée à l'ESNAM ? J'ai 21 ans, je crois. Non, oui, si, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais voilà, moi, j'ai adoré. Je trouve que c'est super. C'est une chance, quoi. Est-ce que tu as un conseil pour un jeune là, qui nous écoute et qui voudrait rentrer à l'école ? Est-ce que tu pourrais lui donner des conseils ? Pour passer le concours, par exemple ? Oui, pour rentrer dedans. Moi, je dirais que plus on fait, plus on pratique avant. Mais ce que je trouve super, c'est aussi le bénévolat. Et c'est suivre... être bénévole sur, je sais pas, au Festival de Charleville ou à Mima ou à Récidive, des festivals de marionnettes, permet aussi de rencontrer des gens, d'avoir des avis, de pouvoir aussi demander conseil et puis d'avoir une petite connaissance un peu. Je dirais aussi aller voir des spectacles pour se nourrir de ce qui se fait et puis après de bosser. Tu as dit que tu avais toujours voulu être marionnettiste. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment toi t'es arrivé, comment tu as rencontré la marionnette et pourquoi tu t'es dit ça c'est pour moi ? Ouais. En fait, moi quand j'étais en 5e au collège, j'ai rencontré Hubert Géga qui travaille qui est le directeur artistique de la compagnie Créature et qui donnait des ateliers théâtre dans mon collège. On a fait un projet et du coup, c'est devenu mon prof de théâtre parce qu'après on a monté une association et tout. Et donc, on faisait des stages théâtre. Et en fait, Hubert, il a commencé à faire de la marionnette et puis il est tombé amoureux d'une marionnettiste qui a intégré la compagnie. Donc, ils ont fait de la marionnette et ils ont créé un festival de marionnettes qui est le Festival qui cloche. Donc là, moi, j'ai commencé à voir plein de formes différentes. Et je me suis dit, déjà, je voulais être comédienne depuis toute petite. Et puis parce que j'étais fascinée par Hubert et Élise. Donc après, comme il faisait de la marionnette, je me suis dit, moi aussi. C'était vraiment un truc d'amour, quoi, d'admiration. Et à l'époque, je me disais, c'est super, parce que ça rassemble l'art plastique, que j'adore. Je sais pas, moi, je pense que je me suis un peu leurrée sur cette question. Mais le bricolage, en tout cas, et le théâtre. Et puis qu'il y a quand même une humilité, je trouve, et l'humour qu'apporte la marionnette ou le théâtre d'objet, ça m'a séduit à fond parce que j'ai adoré. J'ai tellement ri en voyant plein de spectacles différents. Je me suis dit, ça, c'est peut-être pour moi, quoi. C'est juste ça. Puis après, une fois que j'avais cette idée-là en tête, je me suis passionnée pour la marionnette, j'ai vu plein de trucs et c'était parti, quoi. J'ai jamais remis ça en question. Parce que c'est tellement multiple aussi la marionnette. Moi, je suis passée par la phase essayer d'en construire, la construction, la matière, et puis après, voilà.
Toi, tu construis tes marionnettes? Pas du tout, du coup. Parce qu'en fait, j'ai essayé, justement, avant d'entrer à Charleville, parce que je pensais que tous les marionnettistes construisaient leurs marionnettes. Et puis à Charleville, je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon truc. Il faut avoir une marionnette construite, non, pour l'examen quand tu es rentré? Ouais, mais on m'a aidé, moi. On m'a bien aidé à la construire. Bah, Aurélie Beau, Élise Combet, justement. Bah, je l'ai quand même construite, hein, mais on m'a bien aidé. Et moi, je suis nulle pour les articulations, pour que ça soit bien droit. Tout est un peu de traviole. Ce qui est un atout dans les actions culturelles, parce que du coup, on peut travailler autour de l'art brut et tout ça. Mais par contre, j'aime pas spécialement ça, en fait, construire des marionnettes. Enfin, j'aime bien, mais pas pour mes spectacles, puisque ça sera jamais assez solide, quoi. J'aimerais qu'on parle un peu de l'exigence du geste, l'exigence de la marionnette. Et est-ce que tu pourrais parler des 2 marionnettes du coup, que tu utilises principalement, qui sont la Kokoschka et la Muppet? Est-ce qu'il y a des codes pour toi importants, que tu as envie des choses que tu peux nous livrer ici? Ouais. Que dire, la Muppet, effectivement, il y a quand même une histoire de... qu'est-ce que je pourrais dire? De rythme, je crois, quand même, et de précision, voilà, comme beaucoup de marionnettes, à l'endroit du regard, et aussi le coup à prendre du phrasé, du lip-sync et tout. C'est vrai que ça demande... À la fois, je trouve que c'est une technique qui demande de l'exigence, de la répétition, mais aussi qu'une fois que c'est un peu là, j'ai l'impression, les choses viennent assez facilement, plus naturellement. C'est comme un sport, quoi, que j'ai l'impression que faut pratiquer, puis des fois j'ai l'impression que je fais plus trop attention et que ça tombe à peu près juste. Donc ça, c'est cool, je trouve. Et après, voilà, quand je donne des stages de Muppet, il y a aussi toute cette question aussi d'action-réaction, de faire toujours... de respiration, de faire en sorte que ça soit tout le temps vivant. Moi, ce que j'aime avec la Muppet, c'est qu'on peut faire des trucs grandioses, c'est un peu comme la gaine, quoi. C'est qu'on peut faire des blagues. En fait, pour moi, j'utilise vraiment la Muppet comme une marionnette de blague, quoi, qui demande beaucoup d'exigence et du muscle. Mais et la Kokoschka, ce qui est génial, c'est que là, pour le coup, c'est vraiment, au début, c'est la galère, parce qu'il faut penser aux gestes qu'on fait, alors que notre visage, on est en train de le regarder, quoi. Donc mais c'est pareil, je trouve que c'est des codes à comprendre, et qu'après, je sais pas, en fait, on m'a jamais posé cette question, donc je réfléchis, oui, ça demande une précision. La Kokoschka, ça demande déjà, c'est galère à éclairer. Ça, c'est déjà une chose. Donc, ça demande de la précision en technique, et aussi bien trouver la position du corps pour pas qu'on se voit trop, pour dire c'est pas grave si on nous voit un peu, on assume. Et puis, il faut quand même être carrément au présent, parce que on ne regarde que notre visage, en fait, même si on regarde aussi le corps. Mais du coup, il y a vraiment un truc de... Si je me trompe, si mon bras fait ça, faut pas du tout que soit je fais une blague et je réagis, soit je fais... Et du coup, ça demande quand même une dissociation intéressante entre... Et c'est intéressant aussi quand on manipule à deux, du coup. Quand quelqu'un fait les pieds, l'autre fait les mains, et puis il y a la tête. Je sais pas trop si j'ai répondu à ta question. Au niveau de la délégation, comment on délègue aux bras, du coup, si on peut pas les regarder? On s'écoute. En plus, c'est des positions. Nous, dans un spectacle, c'était avec Sylvain Maurice à la sortie d'école, là, on jouait un truc qui s'appelait Histoire d'Ernesto. Et du coup, il y avait, si je dis pas de bêtises, la personne qui avait la tête avait ses jambes, ouais, c'est ça, et l'autre derrière. Et donc, la personne derrière était comme ça, la tête dans les fesses, et vraiment en mémoire et à l'écoute, quoi. Elle voyait pas du tout ce qu'elle faisait. Mais c'était génial. C'était beaucoup, beaucoup de travail. Moi, je faisais pas, j'étais dans une grosse marionnette en mousse. Mais je me souviens de souffrance, mais aussi de beaucoup de joie. Mais vraiment, position horrible. Mais très cool. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle Kokoschka? Le peintre Kokoschka, je crois. Oui, c'est ça. Mais pourquoi il a coupé la tête de marionnette? Et je crois que c'est parce qu'il a il a fait une statue de sa femme et il lui a coupé la tête. Je crois que c'est ça, non? D'accord. Je crois que c'est ça. Alors, ça se trouve, je raconte n'importe quoi, mais dans mon souvenir, il y a un peintre, donc le peintre Kokoschka, qui est un peintre russe. Sa femme l'a quitté ou est morte, ça je ne sais pas. Et du coup, il était très triste et il a fait une statue qui représentait sa femme. Et un jour, de colère, il lui a coupé la tête. Du coup, c'est pour ça. Voilà, je crois que c'est ça l'histoire, quoi. Oui. À vérifier si vous regardez cette vidéo.
Ouais. Et est-ce que au niveau de l'esthétique, on peut tout faire avec la Muppet, ou pour toi, elle a des endroits où elle est... Tu as parlé un peu de la blague, toi, tu l'utilises comme ça, mais de manière générale, est-ce que pour toi, elle a un rôle Je trouve, précis dans le- ben, moi, je la lis beaucoup aussi à la parole, parce que bah, c'est la marionnette qui ouvre la bouche. Donc, à partir de là, je trouve que parfois, faire parler des marionnettes qui n'ont pas la bouche, qui bougent, c'est difficile, et parfois pas. Mais moi, je trouve ça, depuis que je fais de la Muppet, maintenant, ça me paraît dur d'arriver à faire parler des marionnettes qui n'ont pas de bouche. Là, je dirais la parole, le chant aussi. C'est une marionnette qui chante, quoi. Et du coup, à cet endroit-là, ça peut aussi être carrément dans l'émotion, dans la chorale aussi, dans les chœurs. Après, c'est aussi une esthétique. Il y a quand même un côté populaire là-dedans, je trouve. Par exemple, voilà, le Maître, Neuville Trente Terre, ces spectacles, ils sont pas toujours. Enfin, déjà, ils sont souvent très drôles, mais il y a aussi un côté, je trouve, ça rend quand même la chose accessible. Et il y a un endroit aussi de l'enfance, il y a un endroit soit de ce qu'on a regardé à la télé, soit un peu de. Il y a beaucoup d'imaginaire autour de la Muppet quand même, et d'imaginaire plutôt mainstream un peu. Et donc voilà, moi je pense qu'on peut utiliser de la Muppet partout et pour tout, mais il y a quand même quelque chose avec le texte et la chanson. J'aurais aimé un peu qu'on parle de la musique, de ton rapport à la musique. Pourquoi la musique? D'où ça vient? Tu t'es auto-formé? C'est juste ta passion? Je pense que ça vient, je pense que c'est une passion. Que ça vient aussi de mon enfance où j'ai écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique, beaucoup la radio avec ma mère, avec mon père. Et que j'ai toujours vécu les moments importants de ma vie ou les souvenirs. J'écoute tout le temps de la musique, donc c'est comme si quand j'ai des souvenirs, j'ai aussi des chansons. Enfin, c'est comme si mes souvenirs sont comme des clips, quoi. Et ça, je trouve que j'aime beaucoup ça dans les films. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Lier des images, des émotions avec une chanson, je trouve que c'est trop beau, quoi. Et après, du coup, quand j'ai commencé aussi le karaoké, bon, bah déjà, j'ai encore plus un peu accumulé de connaissances de chansons populaires et tout. Et puis, je fais aussi un travail pour rester un peu connecté à ce qui se passe, aussi avec ce qu'écoutent les enfants ou les ados. Ce qui me permet quand même aussi de... Déjà, pour moi, la musique, c'est vraiment une entrée en matière... C'est un lien avec le public. Parce que les chansons populaires, par exemple, on les connaît. Soit on les déteste, soit on les aime, soit on va être surpris parce qu'on ne savait pas ce que ça racontait, mais ça raconte toujours quelque chose. Et puis plus largement, après la musique dans son ensemble, c'est un truc qui a toujours fait partie de ma vie. Puis je pense toujours le théâtre avec de la musique. Et là, on commence à faire des ateliers musique beaucoup avec les différents publics. Donc j'apprends aussi en même temps que maintenant qu'il y a un peu la musique assistée par ordinateur, les applis, un peu les GarageBand sur iPad ou les petits claviers, tout ça, je fais aussi un petit peu, mais sans connaître ni solfège ni rien. Du coup, c'est chouette parce que j'arrive aussi à trouver de nouvelles choses pour dire, quoi, et pour accompagner les marionnettes. Mais pour moi, c'est vraiment à la même échelle, hauteur qu'il y a la scénographie, la marionnette, le texte, il y a la musique, quoi. Enfin, beaucoup de créateurs disent ça, mais et plus on avance, plus j'ai envie qu'on chante, plus j'ai envie qu'on aille aussi à ces endroits-là. Juste une mise au point, le spectacle qu'on a fait, c'est une fausse comédie musicale. Du coup, il y a quand même 4 ou 5 moments en chanson. Et je trouve ça super, j'adore. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire? Est-ce que tu as envie d'explorer un sujet que j'aurais pas... J'ai dit beaucoup de choses déjà, j'ai l'impression. Non, écoute, qu'est-ce que... Un message que tu as envie de donner aussi? Tu peux donner un message, tu peux faire une déclaration, tu veux une grande déclaration publique. Je ne sais pas trop ce que je pourrais dire là. Non. Ou un sujet que j'aurais pas abordé sur toi, sur la compagnie, sur ton parcours? Non, nous, je crois, ce qui est un peu notre singularité, c'est j'en ai beaucoup parlé, cet endroit de la médiation. Ce qui, d'ailleurs,
nous questionne en ce moment on en fait beaucoup. Et en même temps, si les spectacles tournent plus qu'on voudrait, il faudra en faire moins, peut-être. Enfin, en tout cas, là, je parle de moi. Et c'est comment on accepte de lâcher ça. Moi, en l'occurrence, là, je suis dans ce questionnement-là. Et comment aussi Moi, en ce moment, je me questionne et je pense que c'est pas inintéressant de se questionner sur comment on transmet et quelle posture on aborde les artistes. Et voilà, comment être à l'autre, surtout en ce moment, quoi. Et ça me semble vachement important de continuer à défendre ça. C'est ça que je pourrais dire. Voilà, c'est quand même pas marrant tout ce qui se passe en ce moment. Donc, être en lien, essayer de continuer à être ensemble, vivre ensemble, ça me paraît un peu essentiel, quoi. Et voilà. Très bien. Je vais faire un... Est-ce que tu as quelque chose à dire à la petite fille que tu étais? Je fais un petit clin d'œil au spectacle. Et alors là, oui. Non, voilà, lui dire que je fais Avignon, déjà. Non, c'est comme je dis un peu dans l'imposture, c'est dire fais confiance à la vie, parce que en fait, tu vas être surprise. Il y a plein de choses super qui t'attendent. Et si à tous les plus jeunes, ce que j'aurais envie de dire, c'est soyons fiers de qui on est, quoi. Et puis c'est pas une évidence de savoir qui on est. C'est pas grave si on comprend pas exactement qui, quoi, pourquoi, on aime ci, on aime ça, on aime telle personne, tel genre, comment on se sent. Mais en tout cas, essayer d'être à l'écoute de soi, parce que ça vaut le coup, et pas laisser les gens disent faut être comme ci, faut être comme ça, machin. Pas les écouter, essayer de... Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais lui dire d'autre? Non, voilà. C'est pas très clair, mais c'est ça. Alors, à ceux qui nous écoutent et qui sont à Avignon, tu joues encore quelques spectacles. Je ne sais pas si c'est tout complet. Non, pas du tout. Je joue encore demain et jeudi, voilà, à 11h20 au Train Bleu. Et voilà. C'est pas complet. Donc, vous pouvez découvrir le travail, et puis on espère que ça va tourner partout en France. J'espère aussi. Et merci beaucoup pour ce temps. Merci beaucoup, merci à vous, c'est trop bien. Les marionnettistes font comme ça, les programmatrices font comme ça, les chargés de diff font comme ça, les régisseuses font comme ça, les publics font comme ça, et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon. On y danse plus ou moins en rond, les marionnettes et tous sont comme ça. Les programmatrices font comme ça, les chargés de diff font comme ça, les régisseuses font comme ça, les publics font comme ça, et puis encore comme ça.